Bonjour, aujourd'hui on va voir un ensemble d'images histologiques qui illustrent les différents types de tissus qu'on a vus au cours ensemble. Alors toutes ces images qui seront vues ou présentées, elles ont été prises d'internet. On va faire la première séance qui va concerner les épithéliums de revêtement et les épithéliums glandulaires. La deuxième séance qui va porter sur le tissu conjonctif ordinaire et le tissu conjonctif spécialisé précisément. Donc on va prendre l'os et le cartilage comme exemple. Et la troisième séance, ça va être le tissu musculaire et le tissu nerveux. Alors ici, c'est un schéma, une image qui vous rappelle la majorité des types de revêtement de surface ou d'épithélium de revêtement que vous connaissez. Donc il faut toujours garder en tête les trois critères de classification morphologique de ces épithéliums de revêtement. Alors selon la forme des cellules, donc là c'est une forme qui est aplatie, là par exemple c'est cubique, là c'est prismatique ou cylindrique. Bien sûr, selon le nombre des couches, là, pour ce qu'on vient de noter, c'est des épithéliums qui sont simples. Par contre, ici, c'est des épithéliums qui sont pluristratifiés ou stratifiés. Puis la forme des cellules, on va se baser sur la couche la plus superficielle à chaque fois de ces cellules. Il y a le pseudo-stratifié qui est intermédiaire. Si vous voulez, on va voir sur d'autres images, c'est quoi. Alors ici, on a un petit vaisseau dans l'épithélium de revêtement que vous voyez à ce niveau-là est fait de cellules qui sont aplaties, c'est-à-dire elles sont plus larges que hautes. Donc c'est l'endothélium vasculaire, donc on voit très bien les globules rouges dans sa lumière. Sur cette image, c'est un épithélium qui est plus épais, ça se voit. Alors, bien sûr, il est fait d'une superposition de plusieurs couches cellulaires. Donc, c'est un épithélium qui est pluristratifié. Et regardez, au niveau de cette couche superficielle, on a des cellules qui sont aplaties. On les appelle cellules aplaties ou pavimenteuses. Et aussi, en surface, on voit ici une lamelle de kératine. C'est une différenciation. Parmi les différenciations qui rentrent dans la classification morphologique, au niveau de la couche basale, il y a des cellules qui sont un petit peu sombres, par exemple ici, au niveau de leur cytoplasme, parce qu'il y a de la sécrétion de la mélanine, on appelle ces cellules-là les mélanocytes, et là, vous avez votre membrane basale, donc là, c'est la membrane basale qui va bien sûr, limiter cet épithélium en bas, et juste au-dessous de cette membrane basale, vous avez le tissu conjonctif, ou dans ce cas-là, bon, parce qu'on est devant une peau, donc c'est le derme. On passe. Alors, concernant cet épiderme ou épithélium de revêtement cutané. On voit ici toujours cette stratification, c'est un épithélium qui est pluristratifié, fait de plusieurs couches, et si on prend chaque couche à part, on a des noyaux qui sont, si vous voulez, plus ou moins alignés. Et vous avez ici B en bas, c'est la couche basale, qui comporte les mélanocytes dont on vient de parler et qui sont caractérisés par leur cytoplasme pigmenté. C'est une différenciation cellulaire cytoplasmique. Ensuite, vous avez le S, c'est le stratum, si vous voulez, spinosum, ou la couche épineuse. On voit très bien à ces niveaux-là les desmosomes ou les jonctions intercellulaires entre les kératinocytes de cette couche, ce qui donne un aspect épineux à cette couche. C'est pourquoi on l'appelle couche épineuse ou stratum spinosum. Donc juste au-dessus de cette couche, vous avez la couche granuleuse caractérisée par des kératinocytes avec des grains de kératine au niveau de leur cytoplasme. C'est aussi une différenciation cellulaire cytoplasmique, et quand ces cellules-là vont libérer leur kératine, il y aura une couche C en superficie qu'on appelle la couche cornée. Voilà. Donc c'est un épithélium, pour récapituler, pluristratifié ou stratifié, pavimenteux parce que la couche superficielle est aplatie,
kératinisé parce que vous avez la kératine en surface et il comporte au niveau de ces couches basales des mélanocytes. Donc là, c'est la membrane basale à ce niveau-là, et là, c'est le conjonctif sous-jacent ou le derme, parce qu'on est toujours au niveau de la peau. Là, par contre, vous êtes devant un épithélium qui n'est pas vraiment pluristratifié, qui n'est pas simple, mais on voit que les noyaux sont à des hauteurs un petit peu différentes. C'est le pseudostratifié. Quand on regarde très bien, on va voir sur un plus fort grossissement cet épithélium-là. Au plus fort grossissement, il est fait de cellules qui ont toutes un point d'attache par rapport à la membrane basale qui est à ce niveau-là. Donc toutes ces cellules-là qui sont faites de trois types. Il y a les cellules avec du mucus au niveau de leur cytoplasme, ce sont les cellules caliciformes avec du mucus ou des vacuoles de mucus. Il y a les cellules ciliées avec une différenciation apicale en cils, et il y a ces petites cellules en bas qui sont des cellules basales. Alors ces trois cellules vont former un épithélium qui est pseudo-stratifié. C'est vrai que la majorité des cellules est cylindrique ou prismatique parce qu'elles sont plus hautes que larges, et donc avec des cellules ciliées et avec des cellules caliciformes ou mucosécrétantes. Voilà. Sur cette image, par contre, on regarde, ça nous fait un pseudo-stratifié, oui, parce que les cellules toutes ont un point d'attache par rapport à la membrane basale. Regardez, quand on regarde de près, ces cellules-là, elles vont s'attacher au niveau de la membrane basale par des prolongements. Il y a des cellules qui sont plus petites de taille, qui reposent aussi sur la membrane basale, et même celle-là qui est superficielle, regardez, si vous suivez son prolongement, il la ramène où il la relie à la membrane basale en bas. Donc c'est un épithélium qui est pseudo-stratifié. Concernant la forme des cellules, on remarque qu'il y a trois formes de cellules, donc c'est un polymorphe, parce que si vous prenez cette dernière cellule qu'on vient de pointer, celle-là, qui est binucléée, c'est une cellule qui est en parapluie avec un prolongement qui la relie à la membrane basale. C'est une cellule superficielle ou recouvrante en parapluie. Si vous prenez celle-là par exemple, c'est une cellule qui a un pôle renflé en raquette avec un prolongement qui la ramène aussi à la membrane basale. C'est une cellule intermédiaire en raquette, et en bas vous avez des petites cellules basales qui reposent directement sur la membrane basale. Donc là c'est un épithélium qui est polymorphe, plusieurs, morphologie ou forme, donc vous avez plusieurs formes cellulaires. Il est pseudo-stratifié et c'est un épithélium qui caractérise les voies urinaires excrétrices. Alors pour l'épithélium qu'on a vu sur la slide précédente, c'est un épithélium qui est de type respiratoire. Alors maintenant, après avoir vu quelques exemples d'épithélium de revêtement, vous avez ici sur ce schéma un épithélium glandulaire, vous avez un parenchyme glandulaire exocrine. Pourquoi? Parce qu'on a ici un canal excréteur, là où j'ai pointé sa lumière. Là ce sont les cellules épithéliales de revêtement de ce canal, et juste à côté vous avez des acinies. Donc là un acinus séreux fait de plusieurs cellules séreuses caractérisées par la présence de grains cytoplasmiques de sécrétion protéique ou enzymatique. Il y a aussi des acinies muqueux là où c'est clair, donc c'est des cellules qui sont claires, cellules muqueuses de l'acinus muqueux. Remarquez qu'au niveau de l'acinus muqueux, vous avez une forme un petit peu allongée par rapport à l'acinus séreux. L'acinus séreux, sa lumière est centrale, il est virtuel et il est arrondi, alors que pour l'acinus muqueux, vous avez une forme qui est allongée avec une lumière plus ou moins visible. Donc ces acinies, que ce soit séreux ou muqueux, sont enchâssées dans du tissu interstitiel de soutien. Donc qui dit tissu de soutien, donc c'est vraiment vascularisé et ça comporte des capillaires sanguins comme on le voit très bien. Donc là,
c'est la correspondance en image histologique, euh, c'est-à-dire vous avez les structures excrétrices ou les canaux excréteurs ici, donc j'ai pointé leur lumière, et là ce sont les acinis muqueux, donc quand c'est clair, séreux, quand c'est foncé, voilà. Quand vous regardez les acinis séreux, ils ont des noyaux qui sont paracentraux, qui sont arrondis ou sphériques. Alors que quand vous regardez les acinis muqueux, c'est des noyaux qui sont vraiment excentrés, refoulés vers la base de la cellule par un cytoplasme qui est riche en produits ou sécrétions muqueuses. Donc là, c'est le tissu interstitiel et là, c'est les membranes basales, que ce soit les membranes basales des unités excrétrices ou des unités, là par exemple, sécrétrices. On peut voir des acinis qui sont mixtes. Là, c'est un acinus muqueux et qui est coiffé par un croissant séreux. Donc, on peut voir ça. Voilà, donc c'est une glande exocrine. En fort grossissement, vous avez là une structure canalaire exocrine ou excrétrice. Voilà, avec son épithélium de revêtement, sa lumière, le tissu conjonctif avec des structures vasculaires, un capillaire sanguin par exemple à ce niveau-là, et vous avez les acinis séreux et les acinis muqueux dont on vient de parler. Quand on est devant une glande endocrine, bien sûr on ne va pas avoir de structure canalaire parce que le produit va être libéré directement dans le sang. Je parle des glandes endocrines notamment là où vous avez une glande anatomiquement individualisable, par exemple la glande thyroïde, la glande parathyroïde, la glande surrénale, mais sachez que certains organes, par exemple le pancréas, comportent des structures endocrines et c'est le cas de cette image-là. Regardez très bien tout ce qui est là sombre, ce sont les acinis séreux exocrines du pancréas exocrine. La majorité de la glande est faite de ces acinis séreux qui se rapprochent un peu du parenchyme salivaire qu'on vient de voir exocrine, à des différences bien sûr que vous allez voir ultérieurement. Alors vous avez l'unité excrétrice de ce parenchyme exocrine et là vous avez au centre cette structure arrondie en îlot. Donc c'est un îlot si vous voulez endocrine. Cet îlot endocrine comporte des cellules arrondies, plus petite taille. Donc quand vous regardez, vous revenez aux acinis, c'est plutôt des cellules qui sont pyramidales ou triangulaires. Là, c'est des cellules qui sont petites, arrondies. Même leur cytoplasme, il est plus clair avec un aspect qui est granulaire. Et cet îlot est parcouru par de petits capillaires sanguins qui vont avoir une architecture endocrinoïde. Et c'est là où va être libéré notre hormone. Donc au niveau du pancréas, il y a plusieurs hormones selon bien sûr la nature de l'îlot de Langerhans en question. Voilà. Alors maintenant pour parler un peu du tissu conjonctif ordinaire et conjonctif spécialisé, l'os et le cartilage, on vous a choisi ces images-là. Donc, première image, c'est une image qui prend une partie de la paroi digestive principalement, donc la paroi colique, colique intestinale. Vous avez ici la sous-muqueuse, donc cette sous-muqueuse-là, c'est un tissu conjonctif qui est lâche. Pourquoi on a dit que c'est lâche? Parce qu'il y a un certain équilibre entre tous les éléments cellulaires, fibreux ou fibrillaires, et la substance fondamentale. C'est pourquoi on l'appelle tissu conjonctif lâche. Voilà. Donc là, par contre, c'est un tissu conjonctif qui est fibreux. Regardez que vous avez par rapport, ou si vous comparez à l'image précédente, vous avez des faisceaux de collagène qui sont assez abondants, qui sont disposés certes de façon irrégulière, mais qui comblent vraiment la totalité de l'espace intercellulaire. Donc on voit ici
des faisceaux de collagène. Tout ce qui est rose, c'est des faisceaux de collagène. Donc là, c'est le noyau des cellules du tissu conjonctif. Donc là, le noyau des fibroblastes. Là, le vide, c'est la substance fondamentale. Et là, vous voyez la présence de petites structures vasculaires. Donc là, c'est un tissu conjonctif dense qui est irrégulier parce qu'il existe aussi le régulier lorsque vous avez un ordonnancement bien fait de ces faisceaux de collagène. Donc là, c'est le tissu conjonctif ordinaire de type cellulaire parce que vous avez une abondance en cellules. Donc l'exemple que je vous ai mis ici, c'est le tissu adipeux. Donc vous avez plusieurs cellules adipocytaires que je vous ai pointé par exemple ici, je vous en ai pointé deux. Ces cellules-là, elles sont caractérisées par un cytoplasme qui est optiquement vide parce qu'au départ c'était riche en triglycérides, mais après la technique dont on a parlé au cours, il y a eu une dissolution de ces graisses-là, laissant cet espace vide et paraissant comme ça. Alors, avec un noyau qui est vraiment refoulé vers la périphérie, excentré, regardez le noyau de ces adipocytes. Donc ça, c'est le tissu adipeux, c'est la graisse blanche, bien évidemment. Et là, vous avez aussi des structures vasculaires au niveau de ce tissu conjonctif cellulaire. Les cellules sont beaucoup plus abondantes que tout ce qui est fibres extracellulaires et substance fondamentale. Voilà. Maintenant, pour le conjonctif spécialisé, on a pris le tissu cartilagineux et on vous montrera aussi le tissu osseux. Le tissu cartilagineux, j'ai commencé par cette variété de tissu conjonctif hyalin. Ce que vous voyez ici, c'est la substance ou la matrice extracellulaire qui est transparente, qui est hyaline, ça ne laisse pas voir de fibres. Donc c'est le cartilage, la caractéristique principale de ce cartilage hyalin, avec les chondrocytes à ce niveau-là qui sont caractérisés par la présence de vacuoles intracytoplasmiques lipidiques qui donnent ces aspects optiquement vides au niveau de la cellule. Ces chondrocytes peuvent se localiser 1 à 2 dans des espaces virtuels de la matrice extracellulaire qu'on appelle chondroplastes. Donc là, le tissu cartilagineux hyalin est soutenu par son périchondre qui va être vascularisé et qui va le nourrir. Au fort grossissement, on voit très bien cette substance ou cette matrice extracellulaire qui est hyaline, transparente, parce qu'elle est vraiment très pauvre en fibres. Et là, c'est le chondrocyte avec sa vacuole caractéristique, son noyau et sa logette ou son chondroplaste. Donc là, c'est le cartilage élastique avec une abondance en fibres élastiques qu'on voit très bien en extracellulaire. Les chondrocytes, ils sont plus nombreux par rapport au cartilage hyalin et vous avez toujours ces vacuoles intracytoplasmiques lipidiques qui apparaissent optiquement vides. Vous avez le noyau de la cellule et les cellules peuvent siéger aussi au niveau de logette ou chondroplaste en nombre, c'est-à-dire individuellement ou rassemblés en petits groupes. Donc toujours en coloration spéciale pour voir de près ces fibres élastiques qui sont abondantes au niveau de la matrice extracellulaire. Alors pour le cartilage fibreux, c'est un cartilage qui est fibreux, donc c'est très riche en faisceaux de collagène. Regardez beaucoup de collagène qui s'organise en faisceaux et regardez les chondrocytes qui sont vraiment situés entre les faisceaux de collagène et on a l'impression qu'ils sont un petit peu comprimés par ces faisceaux de collagène. Alors concernant le tissu osseux, ici c'est un schéma que je vous rappelle juste pour vous montrer les trois types de cellules
ostéoformatrices, donc les cellules bordantes qui sont au repos et qui sont aplaties, qui forment une sorte de pseudo-épithélium à la surface osseuse. Et puis la cellule la plus active ostéoformatrice qui est l'ostéoblaste, riche en organites intracellulaires, notamment ceux qui vont participer à la synthèse de la matrice extracellulaire. C'est une cellule qui est de grande taille et qui est polarisée avec des prolongements vers le pôle au contact de la matrice extracellulaire. Donc ces prolongements vont communiquer avec les prolongements des autres cellules qui sont situées ou renfermées dans la matrice extracellulaire minéralisée. Donc je vous rappelle aussi que ici, à l'interface ostéoblaste et matrice extracellulaire, c'est une substance qui est organique, qui n'est pas encore minéralisée, et ce n'est qu'après le dépôt de cristaux d'hydroxyapatite que la minéralisation a lieu à ce niveau-là. Et là, les ostéoblastes peuvent se transformer en ostéocytes, qui sont cette fois-ci des cellules moins actives, avec pratiquement très peu d'organites intracellulaires, et surtout des prolongements sur toute leur circonférence. Voilà. Ici, c'est une image histologique de travée osseuse, regardez, travée d'os lamellaire, d'un tissu osseux spongieux avec des logettes médulaires qui comportent la moelle hématopoïétique et voilà, du tissu adipeux. Alors, ces lamelles ou ces travées osseuses, ils sont faites de plusieurs lamelles d'os qui sont organisées, et dans ces travées osseuses, on voit les ostéocytes qui se logent dans leur ostéoplaste. En surface osseuse, on voit les cellules ostéoblastiques qui sont les cellules ostéoformatrices les plus actives. Donc là, c'est du tissu osseux compact. Alors, vous avez des ostéones, vous avez là un ostéone, voilà, avec son canal de Havertz au centre qui comprend les structures vasculaires et nerveuses, avec les lamelles concentriques entre lesquelles on note la présence des ostéocytes. Il y a bien sûr plusieurs ostéones qui vont être contiguës les unes par rapport aux autres. Sur ce schéma-là qui montre cet os cortical principalement d'un os lent qui est de type compact, vous avez plusieurs ostéones, et à l'intérieur de chaque ostéone qui a la forme d'un cylindre, vous avez le canal de Havertz avec les structures vasculaires à l'intérieur. Vous avez les canaux de Volkmann qui sont transversaux et qui font communiquer les canaux de Havertz entre eux. Et vous avez bien sûr ces ostéones entre lesquels on trouve, si vous voulez, les systèmes ou les lamelles interstitielles, c'est-à-dire les vestiges d'ostéones préexistantes. Il y a aussi les systèmes circonférentiels externes dont on a parlé au cours. Il y a aussi les systèmes circonférentiels internes, et vers la partie interne de cette corticale ou de cet os compact, vous allez voir du tissu osseux spongieux avec des travées osseuses et des logettes médulaires. Donc là, ce sont les vaisseaux qu'on va avoir au niveau du canal médulaire. Bien sûr, en surface, l'os va être revêtu par du périoste, tapissé par du périoste, et vers la cavité médulaire, il va être tapissé par de l'endoste. Les deux sont bien sûr vascularisés. Alors maintenant, concernant le tissu musculaire et le tissu nerveux, donc pour le tissu musculaire, on va commencer par le tissu musculaire strié squelettique qui est fait de cellules allongées. Regardez, là vous avez une cellule, là 2, 3, 4, ce sont des cellules qui sont très allongées. On les appelle fibres musculaires striées squelettiques ou aussi rhabdomyocytes. Notez la présence de noyaux en périphérie, donc plusieurs noyaux en périphérie de ces cellules-là. Ils sont directement sous la membrane cytoplasmique, et au niveau du cytoplasme, remarquez aussi la succession de ces bandes claires, bandes sombres,
de façon bien organisée. Voilà, c'est en fait dû à l'organisation sarcomérique à l'échelle moléculaire et cette, si vous voulez, cette striation, elle est transversale par rapport à l'axe de la cellule. Toutes les cellules normalement sont revêtues par une membrane basale. Alors la membrane basale va doubler la membrane cytoplasmique et toutes les deux vont former ce qu'on appelle le sarcolème. Et entre deux cellules musculaires, c'est-à-dire à ce niveau-là, par exemple, on va avoir ce qu'on appelle l'endomysium ou le tissu, la gaine la plus conjonctive, la plus interne qu'on a vu dans le niveau d'organisation du muscle strié squelettique. Il y aura aussi des cellules satellites qui vont être plaquées contre la membrane basale de la cellule musculaire striée squelettique et dont le rôle est la régénération. Alors, quand les fibres musculaires sont coupées de façon transversale, on va voir cet aspect-là de cellules avec quelques noyaux périphériques et un regroupement des organites, notamment des myofibrilles, de cette façon-là. Donc, ce sont les champs de Conen dont on a parlé. Donc, toutes les gaines conjonctives qui enveloppent les cellules musculaires striées, que ce soit individuellement, c'est-à-dire l'endomysium, ou sous forme de faisceau, un ensemble de fibres musculaires, c'est le périmysium, ou quand ça englobe tout, ça engaine tout le muscle, le périmysium, ils sont vascularisés. Alors là, on fait pour grossissement, juste pour s'approcher un petit peu de ces striations transversales. Donc, si vous voulez, alternance de zones sombres et de zones claires. Donc là, les noyaux périphériques. Là, la membrane cytoplasmique qui va être doublée par la membrane basale. Et là, c'est l'endomysium. Pour le tissu musculaire cardiaque, c'est un tissu musculaire aussi strié. Les cellules, on les appelle les cardiomyocytes. On les appelle cardiomyocytes. Ce sont des cellules qui sont, regardez, si vous prenez cette cellule par exemple, c'est des cellules qui sont, bon, pardon, juste ici. Donc c'est une cellule qui est moins allongée par rapport au rhabdomyocyte, avec un noyau, parfois deux noyaux mais qui sont disposés au centre de la cellule et vous avez des dispositifs jonctionnels entre les cellules voisines avec des extrémités qui sont, regardez, qui sont un petit peu ramifiées de ces cellules. Voilà, c'est des extrémités qui sont fourchues ou ramifiées. Entre ces cellules-là, il y a l'endocarde qui est l'équivalent de l'endomysium, pas de cellules satellites, et cet endocarde est richement vascularisé. Voilà, sur une autre coupe, juste pour vous montrer les striations transversales, alternance de zones ou bandes sombres et bandes claires en rapport avec l'organisation sarcomérique comme ce qu'on a vu au niveau du muscle strié squelettique. Donc là, l'endocarde, voilà. Et pour le tissu musculaire lisse, vous avez des cellules qui ne sont pas striées, des cellules qui sont fusiformes, ils ont des extrémités qui sont pointues ou effilées et une partie centrale qui est un petit peu renflée. Et au niveau de cette partie centrale, il y a les noyaux, le noyau qui est un petit peu allongé avec des extrémités arrondies en bout de cigare. Voilà, entre les cellules, il y a toujours du tissu interstitiel et les cellules se regroupent aussi en faisceaux et sont entourées par aussi du tissu conjonctif. Donc ici, pour le tissu nerveux, je vous rappelle les différents types de cellules constituant le tissu nerveux central. Donc là, c'est principalement la cellule nerveuse avec son corps cellulaire ou péricaryon, avec les dendrites qui sont les prolongements afférents, l'axone qui est le prolongement le plus lent et efférent. Alors, les cellules non nerveuses, ils comportent les oligodendrocytes ou les cellules oligodendrogliales qui sont impliquées dans la myélinisation du système nerveux central, les astrocytes qui jouent un rôle très important de soutien, de protection et surtout de barrière hémato-encéphalique. On voit ici le contact de cette cellule avec le courant sanguin. Il va faire en sorte d'empêcher tout ce qui est facteur qui va passer directement au parenchyme cérébral. Il va l'empêcher à agresser ce parenchyme-là.
Donc là, ce sont les cellules de la microglie qui, lorsqu'elles seront activées, ils vont jouer le rôle de macrophages que vous connaissez déjà. Donc, c'est des cellules qui sont d'origine monocytaire. Et là, vous avez des épendymocytes dont le prolongement basal va s'étendre dans l'épaisseur du parenchyme cérébral. Et là, le pôle apical, il est au contact des cavités ventriculaires et de la cavité du canal médulaire. Voilà. Le rôle, c'est bien sûr voilà, des échanges entre les LCR, qui est situé ici, et le parenchyme cérébral, et dans certains endroits, notamment les plexus choroïdes, c'est la sécrétion et la production de ce liquide céphalorachidien. Donc là, une coupe histologique au niveau du système nerveux central qui montre là le péricardion de neurones. Regardez qu'au niveau de ce péricardion ou corps cellulaire, il y a des granulations bleuâtres. Ce sont les corps de Nissl. On a vu que c'est des corps qui sont faits de réticulum endoplasmique associés à des ribosomes. Là, vous avez le noyau avec son nucléole. Et là, vous avez les dendrites. Et là, le cône d'émergence de l'axone. Donc, bien sûr, on est au niveau de la substance grise. Au niveau de la substance blanche, je vous rappelle qu'on est au niveau du système nerveux central, principalement au niveau de la moelle épinière. Au niveau de la substance blanche, c'est principalement des axones, et on voit des axones ici qui sont bien myélinisés. Quand on dit axone, ça veut dire bien sûr le prolongement le plus lent de la cellule nerveuse, et myélinisé, bien sûr ça a été myélinisé et engainé par de la myéline fabriquée par les oligodendrocytes. Maintenant, pour le système nerveux périphérique, on a vu la structure du nerf périphérique. On voit très bien sur cette image ce niveau d'organisation. Alors, en dehors, vous avez l'épinèvre, qui est un tissu conjonctif dense, vascularisé, regardez. Et à partir de cet épinèvre, vous aurez le périnèvre, qui est aussi une gaine conjonctive, mais cette fois-ci, cette gaine, elle va entourer un ensemble de fibres nerveuses. Quand on parle de fibres nerveuses, c'est un axone avec la cellule de Schwann qui l'entoure et sa membrane basale. Donc là, vous avez le noyau de la cellule de Schwann. Pardon. Là, vous avez la gaine de myéline qui entoure l'axone à ce niveau-là. Et chaque axone, chaque fibre nerveuse est bien sûr va être entourée par un tissu qu'on appelle l'endonerve. C'est un tissu de soutien conjonctif qui va être appelé endonerve. Voilà, je vous remercie.